Salut, c'est Doc. Aujourd'hui, une vidéo pour vous parler des stablecoins. Un stablecoin ne possède pas sa propre blockchain. Pour comprendre ce principe, il faut avoir vu la vidéo sur ETH. Il y a un petit bandeau qui s'affiche juste en haut. En fait, c'est un petit peu le principe de RC20, mais ça ne s'applique pas spécialement qu'à la blockchain ETH. Un stablecoin peut évoluer sur plusieurs blockchains. Mais nous allons voir tout ça au cours de cette vidéo. Bon visionnage! Alors, je vais commencer par une petite définition des stablecoins, parce que je pense que même si c'est à peu près clair pour certaines personnes, ça ne l'est pas totalement. On verra ça par la suite. Je ferai ensuite un petit zoom sur comment ça fonctionne techniquement, et enfin j'attirerai votre attention sur quelques petits points à ne pas négliger. Alors, qu'est-ce qu'un stablecoin? Un stablecoin, c'est une représentation d'une valeur financière sur une blockchain, une ou plusieurs blockchains. On y reviendra par la suite. Donc ça peut être de l'euro, du dollar, de l'or, on peut même être du pétrole ou du bitcoin. Bon, là vous allez me dire quoi? Du bitcoin? Mais le bitcoin c'est déjà une blockchain, etc. Je ne vais pas commencer à vous perdre, il faut juste comprendre que le bitcoin peut évoluer sur plusieurs blockchains. Et quand il évolue en dehors de sa blockchain, sa propre blockchain, donc le bitcoin, il évolue également par exemple sur la blockchain Ether. On parle du wrapped bitcoin. Eh bien le wrapped bitcoin est un stablecoin. Même si les trois quarts du temps, on n'associe pas le wrapped bitcoin à stablecoin, parce que le prix du wrapped bitcoin oscille de la même manière que celui du bitcoin, donc on a l'impression que c'est pas stable, mais pourtant c'est un stablecoin. Les trois quarts du temps, quand on parle de stablecoin, dans la tête des gens, on parle d'euros ou de dollars principalement. Il y a également un petit peu l'or. On va voir maintenant comment tout ça fonctionne. Alors, pour l'exemple, on va se servir de l'entreprise Tether. Vous savez, l'USDT, qui est le stablecoin le plus utilisé. Il se trouve entre la troisième et cinquième place au top marché crypto. Quand on veut de l'USDT, on va tout simplement voir l'entreprise Tether, qui donc génère ces USDT. On va leur donner le montant en dollars que l'on souhaite recevoir sur notre blockchain Ethereum en USDT. Eux vont créer ces fameux USDT pour le même montant de dollars que vous avez déposé et l'envoyer vers votre portefeuille. L'ensemble des USDT créés est censé être backé dans une banque en dollars américains. C'est-à-dire qu'à chaque fois, pour 1 dollar de créé sur la blockchain Ethereum en USDT, il y a 1 dollar à la banque de la société Tether. Et lorsqu'ils suppriment un jeton Tether, ils peuvent en ressortir la somme de la banque. Tout à l'heure, j'ai parlé de multi-blockchain. Et j'ai pris l'exemple de l'USDT car lui est effectivement multi-blockchain. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un stablecoin, c'est une représentation de 1 pour 1 d'une valeur financière. Donc l'USDT, ça représente le dollar, mais il peut être présent sur la blockchain Tron comme sur la blockchain Ethereum. Cela ne change pas le principe de fonctionnement. À chaque fois qu'une unité Tether est créée, que ce soit sur une blockchain ETH ou une blockchain Tron, ce même montant est à la banque de chez la société Tether. C'est-à-dire que si on crée 10 000 dollars sur la blockchain Tron et 10 000 dollars sur la blockchain ETH, il y aura 20 000 dollars dans les coffres de la banque de la société Tether. Et lorsque l'on souhaite, par exemple, si on a des USDT sur la blockchain Tron et que l'on souhaite les transférer vers la blockchain ETH, on ne va pas détruire des teasers, en fait on va les détruire de la blockchain Tron pour les recréer sur la blockchain ETH. Et ça, c'est l'entreprise de la société Tether qui va s'en occuper. Mais dans tous les cas, le nombre de dollars restant à la banque, lui, ne va pas changer, car on a simplement passé d'une blockchain à une autre. Vous dites, ouais, c'est un peu bizarre. Prenez simplement l'exemple de l'euro. L'euro, on peut s'en servir avec un chèque, une carte bancaire, un virement, du cash. Au final, ça reste de l'euro. Et bien là, en fait, un stablecoin, c'est exactement la même chose. Peu importe la blockchain sur laquelle il va se trouver, il représentera toujours la même valeur financière. En réalité, ce n'est pas monsieur tout le monde qui va aller s'adresser directement à une entreprise comme Teaser
ou n'importe quelle entreprise créant des stablecoins en volume important. Non, ce sont les exchanges du type Binance, Kraken, Crypto.com, KuCoin, etc. qui sont en relation avec ces entreprises. Ou alors, si vous êtes en relation avec ces entreprises, c'est qu'on a des portefeuilles qui ne sont pas du tout dans le même monde. Bref, tout ça pour dire qu'il existe une légère variation du prix sur un stablecoin. Celle-ci est vraiment minime, mais elle est créée due aux interactions qu'il y a d'offres et de demandes sur les exchanges et les différents flux vers ces sociétés gérant les stablecoins et les banques derrière. Et bref, dans tous les cas, on reste sur un prix qui est relativement stable. Il existe un autre système pour créer des stablecoins sans passer par une entreprise ce coup-ci, mais en passant par des smart contracts. Si vous ne savez pas ce que c'est le moment de cliquer en haut à droite sur le petit bandeau pour mieux comprendre. Je vais prendre l'exemple du stablecoin DAI qui, comme l'USDT, l'USDC, etc., vaut 1 dollar. C'est un stablecoin basé sur le dollar. La grosse différence, c'est que ce ne sont pas des dollars déposés dans une banque pour créer des dollars sur une blockchain, non. Ces dollars stablecoin vont être créés à partir d'une valeur qui diffère du dollar. C'est-à-dire, par exemple, avec de l'Ether, étant donné que ça fonctionne sur la blockchain ETH. Pour créer du DAI, il faut tout simplement déposer de l'Ether dans un smart contract et cela va permettre de créer une certaine quantité de DAI. Après, il y a des systèmes un peu plus complexes pour réguler l'offre et la demande, mais je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. C'est juste pour que vous compreniez qu'il existe un autre système de création de stablecoin basé sur les smart contracts. Avoir du stablecoin procure certains avantages. On ne dépend plus d'une banque pour dépenser ses euros ou ses dollars. On dépend maintenant d'une blockchain, ce qui nous donne également accès à un système de finance décentralisé. Hashtag défi si vous en avez entendu parler. Et dans certains pays, cela permet de ne pas payer d'impôts. Exemple, en France, la loi dit vous payez des impôts sur la plus-value que vous avez faite en échangeant de la crypto contre de l'euro. Si vous échangez de la crypto contre de la crypto, alors il n'y a pas de taxation d'imposée. Cela étant dit, il faut que j'attire quand même votre attention sur quelques petits détails. Lorsqu'on travaille avec des sociétés émettant des stablecoins, il faut savoir si ces sociétés sont des sociétés fiables. Est-ce qu'elles ont les reins solides? Est-ce qu'elles ont fait le nécessaire pour assurer la valeur des actifs qu'elles créent sur les différentes blockchains? Il faut savoir aussi si elles ont été auditées, et tout particulièrement dans le cas de smart contracts permettant de créer des stablecoins. Il n'est pas rare d'entendre parler dans l'actualité crypto de différents projets qui se sont fait attaquer suite à des bugs découverts dans des smart contracts. Et très récemment, il y a eu une attaque qui a eu lieu alors que le smart contract avait été audité quelques semaines auparavant. Il faut donc rester très méfiant avec tout ça. N'oubliez pas qu'à chaque fois qu'on parle d'argent, il y a un risque. Que ce soit à la banque ou en stablecoin, il y a toujours un risque présent quelque part. Après, je vais vous parler aussi de la société Tether, celle qui fabrique l'USDT, que j'ai pris en exemple un petit peu depuis le début. Il faut savoir un truc très important sur cette société, c'est qu'elle travaille avec des banques, tout d'abord, qui se trouvent dans des paradis fiscaux. Et qu'ensuite, l'ensemble des dollars USDT, donc l'ensemble des stablecoins qu'elle a émis, eh bien, est baqué non pas sur du dollar dans les comptes en banque, mais sur un ensemble d'actifs financiers représentant cette valeur qu'elle a émise. Bon, je vais essayer de vous le dire un petit peu plus clairement. Admettons qu'elle ait émis 10 milliards en USDT, elle n'a pas 10 milliards de dollars sur son compte en banque, mais un ensemble d'actifs financiers équivalent à 10 milliards. Ça peut par exemple être des immeubles, des actions, etc. L'ensemble représentant 10 milliards. Le problème avec ça, c'est qu'elle produit un stablecoin basé uniquement sur le dollar. Et imaginons demain les immeubles qu'elle a achetés se mettent à perdre en valeur en dollars, eh bien elle aura énormément de difficultés à pouvoir assurer la valeur de son stablecoin USDT. Et pourtant, c'est celui qui est le plus utilisé. Normal, ils sont arrivés un petit peu avant les autres, tout simplement. Et justement, en parlant de ça, ceux qui sont arrivés les premiers,
Il faut faire attention surtout, c'est à tout ce qui est banque et gouvernement qui commence à avoir dans le collimateur tout ce qui est stablecoin. Ils n'arrêtent pas de commencer à sortir des gros attention et on va très certainement voir arriver une succession de nouvelles lois, règles et régulations concernant les stablecoins. Effectivement, et pourquoi à votre avis ils les ont autant dans le collimateur? La première raison, je vous invite à lire les petites lignes qui apparaissent juste en bas à gauche. Et ensuite, c'est surtout qu'ils veulent créer aussi leur monnaie numérique. Et oui, chaque grosse institution, que ce soit l'Europe, la Chine, les États-Unis, etc., veut créer sa propre monnaie numérique. Et là, vous vous dites bien qu'il y a déjà des concurrents de taille qui sont un petit peu en face. Il va donc falloir s'attendre à ce qu'il y ait de gros changements ou de grosses règles modifiant les règles du jeu actuel dans les prochaines années. Vous allez me dire, j'ai pas parlé des stablecoins euro. En fait, il n'en existe qu'un seul, c'est le Stasis Euro. Il est créé par une société qui est à Malte. Je vous invite un petit peu à enquêter dessus et à la comparer à celle de Tether produisant l'USDT. Vous en ferez vous-même vos conclusions. Si vous voulez investir dans du dollar, moi je vous conseille de passer par l'USDC, le stablecoin créé par la société Cycle et Coinbase, qui sont toutes les deux des sociétés américaines. Et il y a même Visa qui vient d'intégrer ce stablecoin à ses systèmes de paiement. Donc autant dire que c'est du lourd. Ils ont derrière eux des banques et institutions américaines pour assurer la valeur de leur USDC en dollars. Si vous voulez investir dans l'or, je vous invite à vous tourner vers le Paxos Gold, qui est émis par la société Paxos, qui est également une société ultra reconnue dans le monde de la blockchain et avec d'énormes garanties derrière elle. Allez, dernière astuce pour la route, si vous devez transférer de la valeur d'un exchange à un autre, exemple de KuCoin vers Binance, je vous invite à le faire via l'USDT sur la blockchain Tron. Donc ça sera l'USDT TRC20 qu'il faudra sélectionner. En choisissant cette méthode, vous allez tout simplement gagner énormément au niveau des frais, car les frais sur la blockchain Tron sont largement plus réduits que sur celle d'Ethereum. Ça y est, nous voilà arrivés au moment de s'il vous plaît, monsieur, un petit pouce bleu, pouvez-vous vous abonner? Mais vous savez, l'essentiel pour moi, c'est de partager l'information. Et oui, car le partage du savoir, c'est ce qu'il y a de plus important. Bon, ok, un petit don en crypto, ça me ferait bien plaisir aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez un peu mieux compris ce que c'est un stablecoin et son utilité, ainsi que son mode de fonctionnement. Bien entendu, s'il vous reste des questions ou si je n'ai pas été assez clair sur un sujet, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Et je le rappelle, pour plus de réactivité, contactez-moi sur Twitter. Je tiens également à remercier tous ceux qui m'ont fait des petits dons. En cette période de fin d'année, ça me fait bien plaisir. Ce sont des cadeaux très appréciables et ça me remplit de motivation pour vous offrir plein de super nouvelles vidéos pour 2021. Mais pas de panique, il y en aura quand même une la semaine prochaine. Allez, ciao!